Aujourd'hui, retour sur l'événement du week-end, Cory Sandhagen qui s'exprime sur son futur adversaire, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le lundi 17 mars 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine, living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Roman Dolidze, ce week-end, ça ne vous aura pas échappé, il a eu sa revanche sur Marvin Vettori. En conférence de presse, forcément, il a expliqué qu'il était très satisfait, non seulement du résultat, mais surtout de la façon dont il s'est imposé. Il a écouté ses coachs, ils lui ont demandé d'avancer et de maintenir un certain rythme. C'est chose faite, d'après lui en tout cas. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous disais que dans la conférence d'avant-combat, il avait déclaré que par le passé, il avait un peu trop combattu avec ses émotions, un peu trop à l'ego, c'est-à-dire que quand il était touché, il voulait tout de suite à son tour envoyer un coup pour rectifier le tir et qu'il devait passer outre ça, qu'il devait être un peu plus intelligent. Il estime que ça aussi, il l'a fait ce week-end. Il a été touché durement dans le troisième. Il n'a pas paniqué, il a réussi à recomposer. Et lui aussi, à certains moments, quand il a touché, il ne s'est pas jeté bêtement pour essayer d'en terminer. Et il a réussi à repartir avec la victoire. Maintenant, il le dit aussi, je dois regarder de nouveau ce combat et faire des ajustements parce que la copie n'était pas parfaite. Dans le premier combat, il avait beaucoup reproché à Vettori d'avoir fui, de ne pas être venu assez au contact. Cette fois, il estime que ça a été différent, que l'Italien a beaucoup plus avancé, qu'il a été beaucoup plus agressif, et lui, personnellement, il aime ce genre de combat, ça l'avantage. On a vu aussi pas mal de high poke, malheureusement, c'est un problème récurrent à l'UFC. Il l'assure, il n'en a pas fait exprès, ce sont des faits de combat, et il va faire ce qu'il peut pour que ça ne se reproduise pas. Et puis pour la suite, forcément, maintenant, il veut un adversaire du top 5. D'après lui, ce qui a le plus de chances d'arriver au vu de sa position et de la leur, ce serait d'affronter Israel Adesanya ou Robert Whittaker. Il a un petit faible pour Israel Adesanya parce que d'après lui, c'est un plus gros nom, même si Whittaker reste une légende. Et les autres combattants du top 5, d'après lui, sont un peu trop en avance, un peu trop proches de la ceinture, donc il n'y croit pas vraiment. On avait dit aussi la semaine dernière qu'il aimerait passer un peu plus de temps au sol, un peu plus de temps sur des phases de lutte, qu'il reste trop souvent debout à jouer le jeu de ses adversaires. Samedi soir, il est resté 100% debout. Ce qu'il a expliqué, c'est qu'il était à l'aise. S'il avait eu besoin d'aller au sol pour marquer des points, il l'aurait fait. Et par exemple, contre Kevin Holland, il sentait que debout c'était compliqué, que Holland pouvait remporter une décision parce qu'il est très rapide debout, il aurait pu le toucher et prendre de l'avance, donc il avait amené les choses au sol. Mais samedi soir, pas besoin de ça. Il a aussi senti que sa jambe droite posait des problèmes à Vettori. Donc il a insisté. Et puis enfin, il finit avec une petite touche d'humour. On l'a vu envoyer des coups de coude retournés. Ce qu'il explique encore une fois, c'est qu'à l'entraînement, il le fait très souvent. Et ses sparring partners lui disent: oui, pourquoi tu nous les envoies à nous et en combat, tu les sors jamais? Donc là, c'était un petit clin d'œil pour eux. C'est vrai que si c'était imposé sur un coup de coude retourné, ça aurait vraiment été quelque chose de dingue. Alexandre Hernandez, lui aussi, s'est imposé. Et un peu pareil, hein, il y a le résultat qui est là, mais il est très heureux d'avoir réussi à faire les ajustements entre les rounds. Il pense avoir sorti une prestation de vétéran, il s'est imposé en mixant les choses, et il le sait, il n'est le meilleur nulle part, mais il est bon partout, et un peu comme Dolidze, il a tendance parfois à un peu trop rester debout. Lui, c'est pas parce qu'il oublie d'aller au sol, entre guillemets, ou parce qu'il rentre dans des guerres d'ego, c'est parce qu'il n'a pas assez confiance en son jeu au sol, et pourtant il sait que ce jeu est bon, il l'a prouvé samedi soir. Son camp d'entraînement a été pourri par une blessure à la nuque. Il y a même eu quelques jours où il avait du mal à lever les bras. On le sait, quand la nuque est touchée, les épaules et les bras sont impactés. Et rappelez-vous, samedi soir, au premier round, il a été envoyé au tapis. On ne savait pas si c'était une frappe qui l'avait vraiment couché ou s'il avait glissé. Lui, ce qu'il explique, c'est qu'il a glissé. Par contre, quand il a touché le sol, il y a de nouveau eu un déclic dans la nuque. Et il a senti une mauvaise sensation dans les bras, comme si ses bras étaient paralysés, et par la suite, il n'a pas réussi à les envoyer comme il voulait. C'est ce qui explique qu'il a eu un petit moment de dur. Et il le dit, c'est pas une excuse, je vous dis juste ce qui s'est passé. Donc j'ai réussi à m'ajuster, et c'est ça le principal. Et puis pour la suite, il n'a pas cité de nom. L'urgence là, c'est de soigner la nuque, sinon il sait que sa carrière va en être énormément impactée. Donc il va soigner sa nuque, et il verra par la suite ce qui est le meilleur pour lui. En tout cas, moi je trouve qu'il a sorti une très belle performance.
Au deuxième round, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Il est en train de crouler sous le rythme de son adversaire, sous le dirty boxing un peu. Il avait du mal à lire les entrées. Il a ajusté et félicitations à lui. Il y a aussi une prestation que j'ai beaucoup aimée samedi soir. C'est celle de Enjo Kuani. Le coup de genou était magnifique, bien sûr, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est sa posture en général. Et surtout, ses kicks, ça part comme des coups de fusil, c'est sec. Il a fait honneur au Muay Thai, il a très bien représenté. Le coup de genou, je vous l'ai dit, je l'ai trouvé magnifique. Lui, quand il l'a envoyé, il n'a même pas senti qu'il avait touché. C'est pour ça qu'il a eu l'air un peu surpris quand son adversaire est tombé au tapis. Forcément, il s'est jeté sur lui pour terminer. Il le reconnaît aussi, il est un striker, mais il a pris confiance dans son jeu au sol. Et ça lui permet de se lâcher encore plus sur les phases de pied-point. Il y a eu toute une période, surtout au début de sa carrière, où il évitait certaines techniques de peur de se retrouver au sol, notamment les low kicks. Maintenant c'est terminé, il sait qu'une fois au sol, il peut s'en sortir, ou en tout cas se relever. On l'a aussi vu à l'UFC combattre en poids moyen, mais il estime que les poids moyens sont un peu trop gros pour lui, que c'est compliqué. Maintenant chez les welters, ça n'est plus le cas. Au niveau du gabarit, il s'y retrouve. Il a combattu samedi soir à l'Apex à Las Vegas, c'est quelque chose qui lui va parfaitement. Lui, il vit à Las Vegas, donc il peut la veille dormir chez lui et même le matin du combat, aller dans sa salle, faire quelques ajustements, avoir une petite session à domicile comme on dit. Malheureusement, il a loupé le poids, il est arrivé avec quelques kilos en trop. Ce qu'il a expliqué en fait, c'est que lui se sentait bien, lui voulait continuer à couper le poids, mais pendant la perte de poids en fait, le médecin est venu, il a pris quelques données et ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème avec sa pression sanguine, donc le médecin a dit stop, ça devenait dangereux pour lui. Il prend toute la faute sur lui, il prend toute la responsabilité. Ça n'aurait pas dû se produire. Son combat a été prévu 6 semaines à l'avance, il pense que ça a peut-être joué, même si c'est pas une excuse. 8 semaines aurait été mieux, mais la prochaine fois, il s'organisera mieux et ça ne devrait pas se reproduire. Et puis pour terminer, aux États-Unis, on a notamment Michael Bisping qui a commenté ce combat et qui n'a pas tari d'éloges concernant son Muay Thai, son striking en général. Lui dit que ça lui fait très plaisir, que Bisping n'est pas qu'un commentateur, ce n'est pas qu'un ancien combattant, il a fait partie de l'élite du sport et forcément avoir ce type de personne qui te dit que ce que tu fais est magnifique, ça ne peut que lui faire plaisir. Des nouvelles de Cory Sandhagen maintenant, on l'a pas vu depuis le mois d'août, et sa défaite plutôt serrée face à Umar Nurmagomedov. Suite à ça, lui, il a fait savoir à l'UFC qu'il voulait revenir très rapidement. Il a d'abord été question du mois de décembre. Finalement, pas de son, pas d'image du côté de l'UFC. On lui a ensuite parlé de Figueiredo pour le pay-per-view du mois de mars, qui vient d'avoir lieu. D'après ce qu'il a entendu, Figueiredo a eu quelques problèmes et ne pouvait pas être prêt, donc ce sera au mois de mai. Petit lot de consolation, ce sera un main event. Lui, il préfère les 5 rounds, et il pense d'ailleurs que face aux Brésiliens, ça va être un avantage. Il a aussi développé un peu plus sur son futur adversaire, l'ancien champion de la catégorie inférieure, je le rappelle. D'après lui, Figueiredo, c'est quelqu'un qui cherche le chaos, et lui, Cory Sandhagen, s'en sort très bien contre ces gars-là, contre ces gars qui te chassent, qui viennent vers toi, qui avancent. D'après lui, toujours, chez les poids mouches, Figueiredo, il avait l'avantage de la puissance et il était craint par ses adversaires pour ça. Mais chez les poids coqs, c'est différent, ça s'est un peu annulé. Donc il fait beaucoup la différence avec sa lutte. Et à chaque fois qu'il a réussi, c'était contre des combattants qui avaient une lutte plutôt moyenne, notamment Cody Garbrandt, Rob Font ou encore Marlon Chito Vera. En tout cas, lui, il en est sûr, contre lui, ça ne marchera pas. Sa lutte est très bonne, son sol en général est très bon, et puis debout, il va avoir l'avantage de la longe, et peut-être aussi l'avantage technique. C'est vrai que suite à ce qu'il a fait contre Nurmagomedov, on a du mal à voir Figueiredo le mettre en danger au sol. Maintenant, tout peut se passer, bien sûr. Il pense aussi ne pas être très loin du titre. Un combat pour le titre pourrait l'attendre au tournant. Et puis les éléments, d'après lui, jouent pour lui. Premièrement, il n'a jamais combattu Merab. C'est un des seuls du top 5, voire même du top 10, à ne pas l'avoir affronté. Il a eu un combat serré contre Umar Nurmagomedov. Umar Nurmagomedov lui-même a eu un combat serré contre Merab, donc ça peut jouer pour lui. Et puis si Sean O'Malley, puisque là on se dirige, on a l'impression vers un Sean O'Malley-Merab, la revanche, si c'est O'Malley qui repart avec la ceinture, les fans, le public depuis un certain temps poussent pour un combat entre les deux, et c'est vrai, c'est quelque chose qu'on lit beaucoup, donc encore une fois, il pourrait tirer son épingle du jeu. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, bien sûr. Et maintenant, il veut être actif, il va bientôt avoir 33 ans, il pense avoir devant lui encore 8 ou 10 combats. Ça laisse une certaine marge de manœuvre, bien sûr. Et puis il a déclaré qu'il a toujours aimé s'entraîner, c'est quelque chose. Il n'a jamais été à l'entraînement à reculons, il aime beaucoup apprendre, mais il a mis du temps à prendre du plaisir en combat, à prendre du plaisir dans l'octogone,
Aujourd'hui, il adore. Donc il faut en profiter. 8-10 combats devant lui, 33 ans. 33 ans, c'est le pic si tu n'as pas connu de grosses blessures. Donc il faut y aller. Espérons que l'UFC lui propose de bien beaux combats pour la suite. Direction les poids lourds maintenant et Jailton Almeida. On sent bien qu'il en a marre d'attendre. C'est vrai que la situation dans la catégorie est un peu figée, hein, surtout avec ce qui se passe au sommet entre Jones et Aspinall. Lui, il a une proposition. Il faut faire un Jones contre Aspinall et ensuite un Grand Prix, une sorte de tournoi entre lui, Alexander Volkov, donc les deux s'affrontent, mais aussi Cyril Gane et Sergei Pavlovich, afin qu'on puisse avoir clairement un contender numéro 1 qui se dessine. Je ne sais pas si l'UFC va répondre à ça, mais je trouve que l'idée est plutôt bonne. Restons chez les poids lourds et aussi les lourds légers, puisque Magomed Ankalaev, bon lui il s'en prend à John Jones depuis un certain temps, on a compris Ankalaev là depuis quelques semaines, il sort le trash talk sur les réseaux sociaux, je suis pas sûr que ça prenne. Bon en gros ce qu'il dit, c'est que lui maintenant devrait affronter Aspinall, de faire Big Hank, maintenant il se fait appeler Big Hank, le gros Hank, contre le Big Tom, le gros Aspinall, que John Jones n'est qu'une machine de stéroïdes, et que c'est le moment de passer à autre chose. Ce que Jones lui répond, c'est qu'en fait, d'après Jones, le combat entre lui et Pereira aurait été beaucoup plus massif qu'entre lui et Tom Aspinall, parce que Tom Aspinall a une notoriété surtout en Angleterre, alors que Pereira c'est mondial. Moi, vous savez ce que je pense de ça, je veux voir Jones contre Aspinall. Je ne donnais déjà que très peu de chance à Pereira contre Jones. Maintenant qu'on a vu contre Ankalaev, je pense que de moins en moins de personnes sont intéressées par ça. Ankalaev qui pousse pour un combat contre Aspinall, personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Il risque aussi d'y avoir du changement de diffusion aux États-Unis, en tout cas pour l'instant concernant l'UFC. Actuellement, ils ont un deal avec ESPN, mais ils se rapprochent petit à petit de Netflix. Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, les streams lors des pay-per-view proposés par ESPN bug de plus en plus. On l'a vu samedi soir. Encore pire, on l'avait vu lors du combat entre Pereira et Ankalaev, ça avait coupé d'un coup. Forcément, quand tu payes 80$ pour avoir un pay-per-view et qu'au moment que tu attends le plus, ça ne fonctionne pas, tu peux l'avoir mauvaise. L'UFC n'aime pas du tout ça. ESPN, de leur côté, trouve qu'ils ne vendent pas assez de pay-per-view. Donc ça commence aussi à les titiller. Et puis l'UFC se rapproche donc de Netflix. Netflix n'est pas fan des pay-per-view. Maintenant, ils sont flexibles à ce niveau-là. Et puis ce qu'a déclaré l'UFC aussi, c'est que plus ça va et moins les combattants gagnent de l'argent avec les revenus générés par les pay-per-view. Donc c'est peut-être la fin de ce modèle. En France, je ne pense pas qu'on sera impacté. Il semble que RMC Sport soit très bien vu par la Big League. On devrait continuer avec eux, mais si ça venait à passer sur Netflix, alors tous ceux qui ont déjà un abonnement Netflix, ce serait bien sûr tant mieux pour vous. Ignacio Bahamondes, qu'on a vu s'imposer avec un joli triangle il y a une semaine maintenant, serait intéressé par un combat contre Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, forcément, il a été très divertissant dans la cage. Il est maintenant à 2 doigts de se faire sortir du top 15. Il est sur 2 défaites de suite. 2 fois, il a été arrêté. Donc on peut comprendre que les gars non classés qui montent petit à petit se disent que Benoît Saint-Denis, c'est peut-être la porte d'entrée idéale pour le top 15. Robbie Lawler, on en parlait la semaine dernière, il va être introduit au Hall of Fame. Il avait déclaré dans une interview, on l'avait dit aussi, que peut-être un jour il reviendrait, il a des opportunités, il s'entraîne toujours, alors pourquoi pas. Il a fourni un échantillon à la section antidopage de l'UFC, ce qui veut dire qu'il est clean, ce qui veut dire qu'il pourrait potentiellement revenir. Et on a Matt Brown, un ancien adversaire, qui est revenu justement sur leur affrontement qui a eu lieu il y a quelques années maintenant. C'était même avant le deal avec Reebok, hein, donc on était avant 2016, j'ai pas la date exacte en tête. Et ce que déclare Matt Brown, c'est que ce soir-là, il a compris la différence entre un combattant et un guerrier. Robbie Lawler est un guerrier. Lui, on l'appelle parfois légende, mais Robbie Lawler, c'est encore un cran au-dessus. Si Robbie Lawler revient, je le vois pas affronter la nouvelle génération. Je le vois peut-être affronter des vétérans. Et je pense que certains vont chercher à se positionner. Et Matt Brown, c'est peut-être ce qu'il est en train de faire. Des nouvelles maintenant d'un autre vétéran, Alexei Oleinik, le russe, rappelez-vous, il a un nombre de combats incalculable dans la cage, plus des combats qu'il a eu dans d'autres promotions. Malheureusement pour lui, maintenant il approche de la retraite, il dit en plus que sa santé ne lui permet plus vraiment de combattre. En plus, lorsqu'il combat, il fait de moins en moins d'argent, son nom est de moins en moins reconnu. Et ce qu'il explique, c'est que sa femme l'a quitté, elle est partie avec les enfants et elle lui a tout pris, l'argent, la maison, etc. Et elle essaie même de lui faire couper les ponts avec les enfants, elle bloque son numéro de téléphone, etc. Elle, forcément, c'est un autre son de cloche. D'après elle, c'est Oleinik qui est parti avec une autre femme, qui a abandonné sa famille. Et en plus, comme il ne payait pas la traite des maisons, tout a été saisi par la banque. Donc, elle se retrouve avec des enfants et avec zéro. Et elle va porter plainte pour diffamation. Je pense qu'aux États-Unis, il y a un autre mot pour ça. Je sais aussi que c'est beaucoup plus pris au sérieux, ce genre de choses, la calomnie,
En Amérique du Nord, Alexei Oleinik, c'est dommage, arrivé à ce stade de sa vie maintenant, il devrait être bien, il devrait avoir assez d'argent pour vivre, de tomber dans ce genre de problème. Toujours chez les vétérans, Yoel Romero va combattre au Dirty Boxing, on en a parlé la semaine dernière. Il est aussi prévu de combattre au mois de juin au GFL. De base, il voulait attendre ce combat du mois de juin, mais son manager lui a dit que ça faisait trop long, qu'il devait rester actif. Il a déjà combattu au Dirty Boxing, c'est quelque chose qu'il connaît, donc pourquoi pas y retourner. Il explique en fait que lui, il voit ça comme un sparring un peu appuyé, mais que ça va être une préparation pour ses débuts au GFL. Shane Burgos, qu'on a connu à l'UFC, ensuite au PFL, beaucoup de personnes, d'après ce qu'il déclare, lui demandent quand sera son prochain combat. Il ne sait pas, il répond que seul Dieu sait ce qui l'attend, et est-ce qu'il aimerait revenir à l'UFC? Bien sûr, il se prépare, il s'entraîne toujours, et si la Big League l'appelle, il répondra présent. Jeremy Stephens, pareil, un ancien de l'UFC, parti au Barnacle, qui revient à l'UFC au moins pour un combat lors de l'UFC Iowa. Jeremy Stephens à l'UFC, il a été son pic de notoriété, ça a été quand Conor McGregor l'a humilié en conférence de presse en 2016, on se rappelle, avec le fameux Who the fuck is that guy? Depuis, les deux se tournent autour. Conor McGregor est actionnaire du Barnacle, Jeremy Stephens était ou est toujours, je ne sais pas, combattant du Barnacle. Ils avaient fait un face-off dans le ring, on pensait qu'ils allaient peut-être s'affronter. Maintenant que Stephens est parti, on n'y croyait plus trop. Il a fait une sortie sur les réseaux sociaux, il tague le Barnacle, l'UFC et Conor McGregor en disant à Conor qu'il ne peut pas le fuir, qu'un jour il le trouvera et qu'il le tuera. Bon, ok, un peu trop peut-être. Ton temps est terminé, tu auras un siège au premier rang lors de mon combat en Iowa et tu vas me voir briser une autre mâchoire. Bon, ce qu'on comprend, c'est que d'après lui, il finira un jour ou l'autre par mettre la main sur Conor McGregor. J'ai peur que Conor McGregor joue de ça, le fasse espérer et que ce combat n'arrive jamais. Retour à l'événement de samedi soir, je vous le disais, Enjo Kwani avait loupé la pesée. Il y en a deux autres avec lui qui ont loupé, pardon, ça commence à faire beaucoup. On avait Josias Moussasa et on avait aussi Diyar Nurgozai. Je rappelle que quand tu loupes la pesée, tu donnes une partie de ta bourse à ton adversaire. Je crois que c'est entre 15 et 20%, je ne voudrais pas dire de bêtises. Et puis Marvin Vettori, lui aussi, qui est revenu sur sa prestation. Ce qu'il explique, c'est que c'est dur à digérer, qu'il avait tout donné pour ce combat, qu'il avait fait des sacrifices, qu'il pensait être bien, qu'il a failli en terminer dans le troisième round, mais que ça n'était pas assez, que la vie c'est comme ça parfois, elle te met des coups un peu plus durs que les autres. Il aimerait maintenant une trilogie avec Dolidze. Dolidze a déjà fait savoir qu'il n'était pas intéressé, mais que si l'UFC lui demandait, alors il ne refuserait pas. Et puis Vettori, il ajoute, c'est vrai que ça fait pas vraiment de sens, je suis d'accord avec ceux qui pensent ça, mais bon, je pense qu'à ce point de ma carrière, c'est peut-être une chose à faire. Écoutez, je n'en sais rien, est-ce qu'on verra cette trilogie personnellement? J'ai pas vraiment pris de plaisir dans le premier combat, très peu dans le deuxième, c'est que mon avis personnel, c'était pas non plus une purge, mais j'ai pas forcément adoré. Donc j'espère qu'on pourra passer à autre chose. La situation de Vettori, bien sûr, elle est un peu compliquée dans la catégorie maintenant. On verra comment il rebondit de ça. Pensez à liker, vous abonner, commenter, et tout de suite, c'est votre moment avec la Minute Auditeur. Et je commence la Minute Auditeur avec Akai Suna. Je ne sais pas si tu as vu ce que le frère de Baki a dit. C'est même repris aux US. Ça parle du plus grand pay-per-view de tous les temps. Makhachev Topuria, DDP Shimaev au mois de juin sur la même carte. J'ai pas vu passer. Depuis que tu me l'as dit, j'ai vu 2-3 sites français reprendre l'info. Aux États-Unis, la seule chose que j'ai vu passer, c'est que Topuria pourrait combattre au mois de juin. C'est tout. Ils n'ont pas donné d'adversaire. Au mois de juin, il va y avoir 2 pay-per-view, apparemment un au début de l'année, au début du mois et un à la fin du mois. À la fin du mois, ce sera pour l'International Fight Week. On parle beaucoup de Jones contre Aspinall, rien d'officiel. En réalité, je pense que c'est possible d'avoir un Makhachev Topuria et Dricus du Plessis contre Shimaev sur la même carte. Est-ce que ce sera le plus gros pay-per-view de tous les temps? Peut-être pas non plus, pas à ce stade de leur carrière à tous. Il n'y a que Makhachev qui est au sommet. Topuria a pris une ceinture qu'il n'a pas défendue, il est monté. Dricus du Plessis défend et c'est pas non plus une superstar. Shimaev est en train de monter. Ça serait une super carte, je cracherai pas dessus bien sûr. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas vu d'officialisation. Peut-être que ça tombera prochainement. Et Christopher Johnson, tu m'as envoyé ce message avant les combats du week-end. Tu voyais Dolidze s'imposer face à Vettori. Bien sûr, je pense que Dolidze va s'imposer au sol, car s'il couche Vettori en striking, ce serait une perf incroyable. S'ils échangent que en striking, je pense plutôt que Vettori pourrait coucher Dolidze. Bon Dolidze s'est imposé en effet, mais grâce à son striking. Est-ce qu'il y avait un peu de ring rust du côté de Vettori? C'est possible aussi. En tout cas, c'était un combat disputé. J'avais Dolidze devant, pas forcément de grand-chose. Comme j'ai dit, j'espère ne pas avoir un troisième combat entre les deux. C'était tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne soirée. On se retrouve très prochainement à 17h. D'ici là, portez-vous bien. Salut.